bonjour à tous, merci Eric. Une très rapide présentation pour ceux qui ne connaîtraient pas la QC. Donc nous avons la lourde tâche d'être en charge d'améliorer la qualité dans la construction. Alors c'est assez vaste. Notre raison d'être, elle est la prévention des désordres et donc l'amélioration de la construction. Nous sommes en fait une petite équipe d'une quarantaine de personnes, mais ce qui fait principalement levier sur notre action, c'est la communauté de nos membres. Et nous avons la particularité d'avoir l'ensemble des représentants de la filière construction, que ce soit les contrôleurs techniques qu'on a vus aujourd'hui, les experts, les entrepreneurs, les maîtres d'œuvre, les assureurs, puisqu'ils sont un peu dans le code génétique de la QC. Donc nos trois principales missions, c'est l'observation des désordres, c'est l'analyse et la prévention de ces désordres et faire connaître, porter à la connaissance de l'ensemble des membres de la filière toutes ces analyses pour améliorer collectivement la qualité de la construction. Donc, à la demande d'Eric, je me suis dit, bon, la qualité de la construction, c'est à la fois simple et c'est à la fois compliqué. Donc, la qualité de la construction, à la base, c'est assez simple, c'est le respect des règles de l'art. On l'a vu tout à l'heure avec le petit schéma de BTP Consultant. Les règles de l'art, ça peut se dire, c'est en gros le bon produit, le bon geste, et puis... Je laisse passer. Voilà. Et la bonne organisation, coopération des acteurs, et on va dire que j'embarque la conception là-dedans, mais on voit que finalement, ça peut être une façon un peu simple de résumer la qualité. Ensuite, elle a évolué, cette notion de qualité, depuis le XXe siècle et l'après-guerre, c'est-à-dire qu'au départ, c'est essentiellement des questions de solidité. À travers des questions de réglementation, s'ajoute au fur et à mesure l'accessibilité, la ventilation, la thermique, l'acoustique, avec une vision donc réglementaire. On verra un petit rappel sur la différence entre règles et normes. Et puis, depuis le XXIe siècle, depuis, on va dire, la prise de conscience des enjeux climatiques, on voit que se sont ajoutées des dimensions environnementales avec essentiellement les enjeux de décarbonation, de biodiversité et de résilience climatique. Aujourd'hui, on en parle tous. Donc, c'est vrai que cette notion de qualité, elle est devenue de plus en plus multicritère. Et donc, il faut qu'on arrive à intégrer ça finalement dans l'ensemble de nos conceptions et de nos bâtiments. Et donc aujourd'hui, si on devait essayer d'étendre un peu la notion de qualité de construction, c'est ce que j'ai essayé de résumer. J'ai dit évidemment le respect des règles de l'art, et on va voir comment elles se définissent, elles évoluent. Mais c'est aussi de plus en plus définir une performance. Donc on voyait dans le schéma de Stéphane tout à l'heure la partie planning que moi j'appelle programmation, enfin, c'est-à-dire la définition des besoins. C'est évidemment là où on peut le plus agir. C'est là où Henri tout à l'heure nous dira comment finalement l'aménageur en amont peut conditionner la performance par ses prescriptions, et c'est ce qu'a fait Solideo, et après aux acteurs de s'organiser en fonction de la performance attendue. Donc ça, c'est un élément important. Et une fois qu'on a défini une performance, il faut identifier les risques et ensuite développer des plans d'action pour les gérer et les sécuriser. Si on a fait cette démarche, on se donne un peu plus de chances d'éviter les désordres, qui est un des indicateurs de la qualité, ou plutôt de la non-qualité. On considère, sans avoir de démonstration, que la non-qualité pèse à peu près pour 10% du coût de la construction du chiffre d'affaires. C'est un peu compliqué à démontrer, mais globalement, la non-qualité coûte cher à l'ensemble de la filière. Et donc, évidemment, tous les efforts qu'on fait seront aussi des gains économiques. Et évidemment, ça a été aussi dit, il faut évaluer une opération, évaluer les bonnes pratiques, parce que c'est comme ça qu'on diffusera, qu'on capitalisera et qu'on arrivera évidemment à innover de façon sécure. Voilà. Donc évidemment aussi, la qualité de la construction, elle n'est pas isolée. Elle doit prendre en compte l'architecture, le patrimoine, les usages. On voit bien que c'est un écosystème, la qualité. Et la qualité de construction n'est pas isolée toute seule dans son coin. Un rappel qui mérite d'être toujours fait, parce que tout le discours ambiant sur le trop-plein de règles, de normes, il y a souvent des confusions. Donc je pense que c'est clair pour vous, mais je le fais quand même parce que si le support est diffusé, la règle, c'est ce qui est obligatoire. Voilà. Donc là, c'est ce que le législateur impose, et le plus souvent, on peut dire que ce sont des objectifs. La norme et les règles, ce sont d'application volontaire ou contractuelle. Donc voilà, il faut qu'on prenne conscience souvent ça. On a encore eu des contacts récemment avec des élus dans le cadre de préparation de projets de loi, notamment dans les Outre-mer. Il y a une grande confusion, y compris de nos élus, sur la différence entre ce qui relève du réglementaire, de ce qui relève du normatif et des règles de l'art. Donc je pense qu'il faut que tous que collectivement, on passe notre temps à rappeler, parce que tout ce qu'on a vu aujourd'hui sur le village montre bien que la règle n'est pas un obstacle. Elle fixe des objectifs, et ensuite les modalités de répondre à ces objectifs, elles sont très libres, et on va voir que
Le dispositif assurantiel est là pour le sécuriser, mais pas là pour l'empêcher, il est là pour le sécuriser simplement. Bon, le schéma à cette taille-là, c'est un peu difficile, mais on l'a déjà vu après avec les précédentes interventions. En gros, comment on passe de l'innovation à la tradition. C'est ça aussi qui est important d'expliquer parfois à des élus, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de frein à l'innovation. Il y a un dispositif qui permet de sécuriser cette innovation. Donc Stéphane l'a dit, on peut commencer par un ATEX sur un chantier, sur un prototype, qui peut avoir vocation à se développer ou rester un one-shot. Et ensuite, on a une progression au fur et à mesure par les avis techniques, les cahiers de prescription techniques. On va aller vers des règles professionnelles avec des filières qui vont s'en emparer. Et puis ces règles professionnelles, ces recommandations professionnelles, soit elles vont s'éteindre parce que finalement, elles n'avaient pas vocation à dépasser un certain stade, soit finalement, elles vont s'intégrer dans les normes et dans les DTU et elles vont relever d'une pratique traditionnelle. Donc voilà, il y a un cheminement, mais ça veut dire que dès l'opération un peu prototype, il y a la capacité à innover. Et ça, je pense que c'est encore mal compris par un certain nombre de décideurs sur cette capacité qu'on a à innover. Et quand on dit la promesse de l'innovation atteinte, aujourd'hui, on a la phase de réception. Donc, elle a été cette promesse tenue jusqu'à la réception. Les JO ont montré quand même que voilà, on a su exploiter pendant un moment. Il restera toute la phase d'exploitation. Mais notre dispositif, il sait gérer l'innovation de façon finalement assez adaptée, contrairement à ce que beaucoup peuvent dire. J'ai rappelé le contexte assurantiel. La loi Spinetta, il faut bien l'avoir en tête, vous l'avez peut-être en 78, c'est elle qui crée l'assurance construction avec 2 volets. L'obligation d'assurance pour le maître d'ouvrage et évidemment la responsabilité décennale pour les entreprises qui préexistait à la loi Spinetta. Il faut voir qu'à l'époque, en 78, il y avait beaucoup de faillites d'entreprises, de non-assurance et donc des chantiers qui s'arrêtaient. Donc en fait, le législateur a voulu protéger le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage, en fait, en s'assurant, a la garantie que son chantier va continuer. Puisqu'en fait, c'est l'assureur dommage ouvrage qui prend le relais et qui se retourne contre l'assurance responsabilité civile décennale de l'entreprise. La seule petite faiblesse, c'est que le particulier a cette obligation, mais il n'y a pas de sanction s'il ne la prend pas. Donc c'est un peu le petit défaut de la cuirasse, c'est que des particuliers peuvent se retrouver dans de grandes difficultés s'ils n'ont pas pris l'ADO et que leur entreprise fait faillite, parce que là, ils vont être quand même dans un schéma assez compliqué. Mais ce point mis à part, c'est quand même un système qui est très protecteur pour le maître d'ouvrage et dont il faut avoir bien conscience. Alors, ce schéma qui a été montré, il est un peu touffu. Vous pouvez le retrouver sur le site de... Qu'est-ce qu'il explique? Il faut retenir technique courante, technique non courante. Technique non courante, bah, c'est celle dont on estime qu'il faut faire du cas par cas au niveau assurantiel. En gros, l'assureur, si vous êtes en technique non courante, c'est-à-dire un avis technique qui n'est pas sur la liste verte, principalement, ça peut être ça, ça ne relève pas d'une norme, bah, l'assureur, il a besoin que l'entreprise vienne vers lui et l'alerte en disant « j'ai identifié que je vais mettre en œuvre une technique non courante » et l'assureur va évaluer de façon spécifique. Le risque pour une entreprise, c'est de ne pas prendre conscience qu'elle met en œuvre une technique non courante, ne pas en parler à son assureur. Du coup, s'il y a un pépin, au moment du pépin arrivé, ben, l'assureur va dire « en fait, vous n'êtes pas couvert ». Mais le problème, c'est que l'entreprise, la garantie est toujours valable. Il ne faut pas confondre assurance et garantie. Donc, c'est l'intérêt des entreprises, des concepteurs, de bien vérifier si ça relève d'une technique courante ou non courante, parce qu'il y a une croyance chez beaucoup que l'assurance, elle couvre un petit peu toute leur activité. Elle ne couvre pas toute l'activité, hormis pour les architectes. Il y a une exception, parce que les architectes disposent de la MAF d'une bienveillance qui leur permet d'innover. Donc, hormis les architectes qui ne distinguent pas technique courante et non courante avec leurs assureurs, tous les autres contrôleurs techniques et autres dans l'assurance construction, leur assureur va faire la différence. Donc, le risque pour eux, s'ils ne font pas ce travail, c'est de ne plus être assurés, mais ils seront toujours garants devant le juge. Et le juge, lui, il s'en fout de savoir si c'était assuré ou pas assuré. Voilà, donc vous retrouvez, ça a été dit, sur la liste verte sur notre site, ce qui relève de la technique courante ou non courante. Et donc, ça vous permet à tous, acteurs de la construction, de savoir, en fait, globalement, comment le risque est évalué, comment il est assurable. Et ça vous permet d'entretenir une relation saine avec votre assureur, ce qui est quand même toujours mieux. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais prévu. Voilà. Merci beaucoup, Philippe.